Eh bien, on va y aller, Jean. On va partager Toujours. la présentation. Tac, et on y va. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est, bah, vous le savez si vous êtes présent aujourd'hui, c'est on va essayer de vous donner les clés pour optimiser la performance de votre SEO international. Et donc on va peut-être se présenter, Jean, c'est peut-être mieux, pour savoir qui on est et pourquoi, on doit parler de ce sujet-là. Mais tout Je laisse simplement, Jean d'Alessandro. Je crois qu'on me voit de temps en temps sur LinkedIn. Je suis administrateur de Web Solutions Way. Donc, c'est une agence web belge qui est orientée principalement au référencement et création de sites optimisés au SEO. Et j'interviens ici et j'ai été l'invité de CMJ, ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Avec plaisir. C'est nous qui sommes, très contents de t'avoir, et donc moi, Corentin, donc bah, je suis country manager pour CMJ au Canada, donc je suis basé à Montréal, et donc moi ça fait une dizaine d'années que je suis dans le domaine du web, j'ai fait les comptes il y a pas très longtemps, ça fait près de 1000 projets, web et d'acquisition sur lesquels j'ai travaillé depuis le début de ma carrière. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est aussi de vous partager un peu de cette expérience, et notamment tout le sujet international puisque, bah, je suis français comme vous l'entendez. J'ai fait tout mon début de carrière en France et puis maintenant, au Québec, où j'accompagne des clients forcément au Canada, mais un peu aussi aux États-Unis. Donc, voilà, on va essayer de faire les liens entre, les différents pays, c'est vraiment ça le sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas CMJ, là, ça fait quand même un certain nombre de conférences, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je la refais rapidement. Donc CMJ, c'est plus de 50 collaborateurs aujourd'hui, dont l'objectif, c'est d'apporter le plus de performance à vos stratégies de contenu. On travaille effectivement dans, plusieurs pays, quasiment 300 clients actifs aujourd'hui. On travaille à la fois avec des très grandes entreprises, vous en avez un certain nombre ici, mais aussi avec des plus petites compagnies qui ont des vrais enjeux de croissance, qui misent sur le contenu et ils font bien en vue des résultats qu'on peut avoir. Et nous, notre solution, je dirais notre raison de vivre, c'est d'apporter de la performance via du contenu en s'aidant de l'IA. Et quand je parle de performance, c'est à la fois des gains de business, de visibilité, de conversion, mais aussi des gains de productivité. Ces deux aspects-là doivent être liés pour avoir des résultats en stratégie de contenu. Mais le sujet, c'est plutôt comment on peut vous aider vous. Donc on va passer assez vite et je vais te laisser, bah, on va passer, sur l'offre, pour vous aider. Alors j'avais oublié qu'il y avait cette slide, d'où ma mauvaise transition, Non, non. mais mais c'est hyper important. Je vous dis que CMJ, c'est vraiment top pour la performance et on va vous aider, à aller chercher ces axes de performance, notamment avec 2 offres, une offre de moins 10 sur notre licence, et puis une offre de 40 c'est assez énorme, pour l'extension Chrome. L'extension Chrome, c'est vraiment un sujet de productivité pour vos équipes de rédacteurs. Donc là, allez-y, c'est vraiment le moment. Ça arrive qu'une fois par an, lors du SEO Square. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens et à nous faire des demandes de démo à ce moment-là. Ça peut vraiment vous aider pour la suite. Rentrons dans le vif du sujet. Et qu'est-ce que le vif du sujet? On va parler en 3 grandes étapes aujourd'hui. Le premier, ça va être de redéfinir ce qu'est le SEO international, parce qu'en fait, c'est très large, il y a beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses dessus. Donc on va essayer de reposer un peu les bases avant de parler des grandes erreurs, qu'on voit, Jean et moi, depuis des années, peut-être beaucoup trop, qui nous font parfois un peu, pleurer, nous rendre tristes ou parfois rire, mais Mhm. un peu jaune. Et puis, bah, forcément vous aider à performer en vous donnant les meilleures pratiques possibles. Et donc, on va commencer par la définition. C'est toujours bien de démarrer par là. Et je te laisse la parole, Jean. Ben, la définition, on a fait un peu trop vite. Excuse-moi. La définition du SEO international, mais c'est d'être vu dans d'autres pays, dans d'autres langues, mais surtout avec des caractéristiques spécifiques à chaque pays. Olivier Andrieux en revenait encore ce matin sur le sujet. Très souvent, on essaye d'imposer la langue partout, alors que c'est d'abord le pays qu'on doit cibler. Et on reviendra tout à l'heure sur la manière dont on va le faire. Alors moi, j'ai choisi un petit slogan que j'aimais bien. C'était "Ce n'est pas le vent qui décide de vos destinations, mais l'orientation que l'on donne à sa voile". Tout simplement parce que le SEO, et on n'arrête pas de le dire, tout le monde a les mêmes chances dans le SEO. Il faut juste se donner les moyens et exploiter les choses qui sont mises à sa disposition. Et CMJ, c'est vraiment un outil extraordinaire pour y arriver. Merci. Et effectivement, sur cet axe-là, on va beaucoup parler d'adaptation. C'est peut-être le mot qu'on va le plus utiliser et ça va être la clé. Et donc, quand on doit le définir, tu as déjà donné des éléments, mais pour donner une définition, ah, je vois qu'on a un petit décalage de slide et Jean nous a quittés, je crois.
Donc je vais définir le SEO international. Bah, c'est vraiment être référencé sur plusieurs marchés, sur différents moteurs de recherche et là, c'est déjà un élément important. C'est déjà savoir est-ce que vous allez travailler sur Google? L'immensité des marchés, hem, occidentaux vont être sur Google, mais si vous allez à travailler en Asie, ou dans d'autres pays, bah, ça sera pas les mêmes moteurs. Et ça va être d'améliorer cette visibilité sur plusieurs pays, sur chacun des marchés cibles, en approchant vos prospects de la meilleure manière possible, dans leur langue bien entendu, mais aussi dans les bonnes tonalités. On va pas s'adresser à un Québécois, un Belge et un Français de la même manière, même s'ils parlent de la même langue. Tout simplement aussi parce qu'ils ont pas les mêmes cultures, pas les mêmes habitudes, pas les mêmes usages et donc l'idée c'est d'aller, se positionner là où ils se trouvent, hein. C'est je dirais la base du marketing, et le marketing digital, le SEO international doit, correspondre à cette logique-là et on retrouve Jean. J'ai fini la, Ça y est, il y définition, a eu un bug, je ne sais pas. Ma page s'est rafraîchie sans que j'eusse eu quoi que ce soit à faire. pas de problème. Bah, du coup, j'ai fait la définition à ta place. Très bien, très bien. Et on retrouve, dans le cadre de cette définition globale, un peu 2 axes, si on va un peu dans du détail. Le premier c'est ce qu'on va appeler, le country targeting. Alors on peut l'appeler de différentes manières, mais c'est vraiment quand on a 2 offres, complètement distinctes. L'exemple extrême de ça, c'est Le Bon Coin et puis ses déclinaisons par pays. Forcément, quand on a une marketplace, on a, par localisation, des offres complètement différentes et donc eux, ils vont vraiment loin. Techniquement, le site n'est pas le même, c'est pas le même nom de domaine, c'est pas les mêmes chartes graphiques et c'est forcément pas le même assortiment produit. Mmh. On a un autre cas, qui est le language targeting où on va plutôt avoir, des offres, des stratégies de communication et des stratégies digitales complètement communes et là, l'exemple extrême de ça, bah, ça va être Apple, forcément une stratégie de communication globale. Alors il y a des modes un peu moins extrêmes que ces 2 là, forcément comme dans tout, il y a de l'hybride, mais voilà, faut vraiment se mettre dans des espèces de cases pour essayer de réfléchir et là, Apple, vous allez sur les différents sites de différents pays, vous avez le même site, la même charte graphique, la même arborescence, les mêmes photos, tout est pareil à 98 parce que c'est leur stratégie. Et en SEO, il faut quand même toujours partir du haut. C'est quoi ma stratégie marketing? C'est quoi mes objectifs de marketing digital? Et le SEO doit en être un moyen. Et donc si on va un peu plus loin sur notamment les aspects techniques et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, vraiment dans le dur, j'allais dire, c'est comment on va gérer nos domaines. Et là, on va avoir 3 grands cas. Le premier, ça va être la gestion par domaine, qui est plutôt adapté quand on est 100 adapté, quand on doit 100 adapter notre stratégie. On n'a pas les mêmes offres, on n'a peut-être pas les mêmes équipes en interne et donc là, on va plutôt travailler avec du site.fr, site.be, site.ca, site.com et cetera. On va avoir un deuxième cas qui est la gestion par sous-domaine, donc fr, .site.be, nl.site.be, enfin voilà, vous comprenez le principe. Et là, l'adaptation, elle doit se faire plutôt, c'est vraiment un mode qui est plutôt adapté à quand on a du multilingue sur un même pays. Donc la Suisse, la Belgique, le Canada, c'est vraiment là où le sous-domaine sera le mieux. Et puis le sous-dossier qu'on retrouve en fait le plus souvent, c'est quand j'ai une seule marque, mais que je vais devoir l'adapter par langue et donc là, ça va être du, /fr, mais si je veux faire, du francophone belge ou du francophone, canadien, on va avoir fr-ca, fr-be ou si je veux aller, aux États-Unis, du /us, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent, notamment parce que ça va permettre de travailler l'autorité du site au global sur l'ensemble du domaine avec le travail qui est fait sur chacun de ces sous-dossiers. Ça peut être très, très intéressant de ce point de vue-là. On vous enverra toutes ces slides-là, donc je rentre pas dans le détail. J'ai pas envie de lire mes slides. Je pense que c'est pas le sujet, c'est pas très intéressant. Donc, on a défini ce que c'était. On va essayer de parler des erreurs. Alors, on vous les donne pour que vous ne les fassiez pas. C'est vraiment ça le sujet. Donc, ces erreurs, elles doivent toujours être ancrées. Il faut toujours penser en SEO international comme en SEO avec les grands leviers. La seule différence, c'est qu'il va falloir toujours penser dans toutes les actions que vous allez mettre en place à OK, je suis sur quel marché? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit être implémenté pour que ça fonctionne à l'étranger ou dans une autre langue? Et donc, on va reprendre les leviers classiques, du technique, du contenu, du netlinking et potentiellement de l'expérience utilisateur qu'on peut mettre un peu dans tout ça, en ayant toujours, l'aspect local, international à prendre en compte. Et donc, bah, on va commencer comme ça avec le technique et là, Jean, c'est toi l'expert. Côté technique, là, par contre, il y a pas mal d'erreurs qu'il faut éviter. C'est entre autres les hreflang. On voit des sites qui sont malheureusement sans cette balise importante quand on veut cibler
une langue précise dans un pays et c'est là où on va jouer, entre autres, si on veut toucher la Belgique francophone, la Suisse francophone, le Canada francophone, c'est de bien libeller FR-BE, FR-TRSCA, etc. Alors évidemment, on va aussi jouer sur le contenu approprié au pays, puisque on ne parle pas de la même manière en France qu'en Belgique ou qu'au Canada. On va revenir dessus tout à l'heure. On va faire un petit focus, oui. Un petit focus. Le fait de choisir aussi un serveur ou un CDN, donc un CDN, je rappelle ce que c'est un circuit de distribution, ce sont des serveurs qui sont localisés dans plusieurs endroits pour améliorer le temps d'affichage. Ça peut être aussi utile pour des questions de performance. Et dans la liste, mais la plupart sont connus, dans la liste des choses qui sont vraiment fréquentes dans le domaine du SEO, c'est de voir encore des pages splash. Ici, on a repris un exemple du site de Zara. C'est magnifique, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est que tout est basé sur des photos, et Zara n'est pas sur le site. On montre énormément de belles choses, mais il n'y a aucun texte. Et si pas de texte, pas de mots-clés. Si pas de mots-clés, pas de référencement. Et surtout, c'est les mêmes choses qui sont indiquées dans presque tous les pays. Pas de balise href, etc. Donc là, ce sont des éléments qui peuvent avoir un impact assez important dans la visibilité. Je parle au niveau recherche via Internet, pas recherche sur Internet, qui sont deux choses différentes. C'est ça et tu parlais de contenu, le contenu va être clé, c'est peut-être le levier sur lequel on a le plus d'impact aujourd'hui en termes de performance en SEO, et à l'international, ça va être l'adaptation, la clé. Je vous ai dit que j'allais vous embêter avec ce mot, s'il y a peut-être qu'une chose à retenir, ça va être ça. Donc l'erreur principale ça va être de pas s'adapter, notamment ne pas s'adapter sur vos mots-clés cibles, ce sur quoi vous voulez être positionné. Là, je vous ai pris un exemple entre le Québec et la France avec le même mot qui est skating. Alors, c'est un peu petit, mais c'est skating. Au Québec, skating, c'est un mot-clé anglophone déjà, donc si vous avez une page en français, ça ne fonctionnera pas. Et en plus de ça, le sens qu'il y a derrière, l'intention, c'est du patin à glace. Avec le même mot-clé en France, vous avez du ski de fond pas classique, pas dans les traces, mais plutôt sur le côté, ce qu'on voit plutôt à la télé, et parce qu'on a des différences d'usage. Donc si vous êtes un e-commerçant qui veut vendre des skis de fond au Québec et vous souhaitez positionner votre page skating parce que vous voulez, voilà, faire la même chose qu'en France, bah, ça marchera pas. Et si par miracle, ce qui n'arrivera pas, mais si par miracle, vous arrivez à être positionné sur le mot-clé skating, vous ferez jamais une conversion parce que c'est pas du tout ce que les gens recherchent. Donc, il faut vraiment s'adapter et tu en parlais un petit peu, Jean, tout à l'heure, ça va être aussi s'adapter sur l'expérience de lecture avec le bon vocabulaire, la bonne tonalité, plus ou moins sérieux, voilà, on a des positionnements, éditoriaux différents en fonction des pays à avoir. On a sur l'aspect contenu, on parle beaucoup de contenu dupliqué dans toutes les conférences quasiment qui parlent de contenu à l'international, c'est peut-être encore plus vrai parce que c'est plus facile de faire l'erreur. On peut se dire: «Je suis en France, je suis en Belgique, je suis au Québec» ou en anglais, je suis aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans tous les autres pays anglophones et donc je vais proposer la même page, le même contenu, je vais juste changer mon URL. Comme on voit ici, on a Zara avec, qui fait une belle erreur encore avec un CAFR et un FRFR. Et donc je vais proposer exactement la même chose. Vous avez 2 URL différentes avec le même contenu, vous êtes dans un cas de 100 dupliqué et même si vous avez fait, vous avez mis vos hreflang qui sont bien configurés, ça ne fonctionnera pas, en tout cas, ça ne sera pas idéal. Pourquoi? Parce que le hreflang est une indication, pas une règle absolue. Donc Google risque de vous considérer comme 100 dupliqué et là, vous partez avec un boulet au pied pour courir un marathon, surtout sur des requêtes comme ça aussi concurrentielles où là, cette page est censée se positionner sur manteau femme ou manteau hiver femme. On est quand même sur des requêtes très, très, très concurrentielles. Et surtout Donc que faites attention. certains de ces termes pourraient être dits différemment au Canada que par rapport à Mmh, la France, donc ce ne serait pas idéal de toute façon. c'est ça, on est sur des textes quand même relativement courts, c'est facile, Ouais. de retravailler son contenu. Et puis enfin, le dernier axe sur le contenu, je vous allais dire qu'on allait faire un focus, c'est un gros focus, hein, parce que c'est extrêmement important et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup sur des personnes qui vont démarrer un nouveau pays, en se disant: «Bah, je vais le faire à moindre coût, donc en attendant, je vais faire un peu comme je peux». Sauf que ça peut poser beaucoup de problèmes et notamment quand vous avez une gestion de domaine par sous-dossier. Parce que si vous avez de la mauvaise qualité sur votre site dans un sous-dossier, ça va impacter l'ensemble du site et donc notamment les performances de votre marché domestique. Donc faites très attention là-dessus. Le contenu 100 généré par l'IA, c'est pas forcément positif. On en a beaucoup parlé, là dans les dernières conférences. Nous, on est un acteur de l'IA, donc en plus, je suis assez bien positionné pour vous le dire. Utilisez l'IA pour vous faire gagner du temps, utilisez l'IA pour générer des nouvelles idées, mais pas pour vous remplacer. C'est vraiment pas ça l'objectif.
ou en tout cas, ça va pas marcher bien longtemps. Ce n'est pas des stratégies pérennes. La traduction automatique, si vous êtes des adeptes de DeepL, Google Trad, et cetera, c'est très bien, mais retravaillez vos contenus derrière parce que, la mauvaise qualité sera détectée et peut poser beaucoup de problèmes. Et puis enfin, ce que j'appelle les détails qui en fait n'en sont pas du tout, c'est notamment la gestion des images. Si je reprends mon exemple de skating tout à l'heure, si vous avez sur une image de ski de fond et vous appelez ça skating alors qu'en fait au Québec, c'est pas du tout le bon terme ou à l'inverse sur le patin à glace, forcément, ça fonctionnera pas. Tout le trafic image sera perdu. Quand on sait que ça peut être entre 10 et 20 du trafic, ça peut être pas mal de pas perdre, ces 10 à 20 Mmh. de trafic. Puis forcément le titre, la description, qui est un sujet majeur, même si la description est plutôt liée au taux de clic, puisque la MetaDesk n'est pas un sujet algorithmique pour le positionnement, même si ça c'est on l'entend beaucoup, beaucoup, mais ça n'a pas d'impact. Ça fait partie des mythes SEO, mais par contre en termes on parlait de tonalité, d'adaptation aux usages, là ça va être clé pour que les gens qui sont dans un pays différent, qui pensent différemment, qui ont une culture différente, cliquent sur vos pages, parce que si vous êtes premier mais que personne clique, ça sert à rien. Donc vraiment pensez aussi à ça. Et le netlinking, axe Ouais. majeur, axe historique du SEO, et là Jean, à toi. Beh, déjà, le fait de bien choisir son netlinking. Alors, le netlinking, c'est très bien d'avoir des liens backlinks, mais si on va chercher des liens backlinks qu'on a achetés en masse dans un pays inconnu ou très très lointain, ou alors dans des sites de très mauvaise qualité, des fermes à liens comme on les appelait, c'est pas très bon. Ignorer les articles invités, c'est une erreur, puisque maintenant, il existe des tas de sites de blogs de très bonne qualité, mais qui sont à court de contenu, donc qui cherchent des rédacteurs. Ces gens-là sont ouverts à avoir un nouveau contenu à proposer à leur audience, et donc avoir un beau backlink placé dans un article que vous avez rédigé et placé dans ces sites, ça peut faire de très beaux backlinks. L'exploitation des encres, on ne va pas revenir dessus, on les a dit à pratiquement toutes les conférences. Et par contre, le link betting, moi je pense que c'est un petit outil qui est sous-utilisé. D'intégrer par exemple dans votre site un petit outil pour générer une image, pour voir une prévisualisation d'un résultat rich snippet, etc. Quelque chose qu'on va mettre sur votre site, ce sont les internautes qui vont partager cette page, donc ils vont créer de manière tout à fait naturelle des backlinks. Mmh. Et le On va à dernier, la c'est pêche au lien avec le link la baiting, hein, pêche au c'est lien, ça la voilà. traduction. Voilà. Et les RP, donc les relations presse, il existe évidemment des médias, ça coûte peut-être un petit peu plus cher, qui sont à la recherche aussi d'articles de qualité, c'est payant, mais indépendamment de vous amener un link de très haute qualité, ils amènent aussi de la visibilité, parce que eux, ce sont des sites de forte audience, et donc ils peuvent vous amener plusieurs milliers de visiteurs, et donc là, peut-être même des prospects directs en plus du backlink. Mmh. Donc, C'est ça. à à bien surveiller. Tout à fait. Donc, on a aussi le local. On parlait tout à l'heure qu'il faut implémenter du local dans tout ce que vous faites, mais il y a aussi le local à proprement parler. Mmh mh. Effectivement, donc GMB, heureusement, on commence à le voir, de manière un peu plus fréquente, mais quand on voit on va reprendre Zara, on va croire qu'on lui leur en veut, mais quand tu fais une recherche sur Zara, et là, je pense que tu vas l'expliquer mieux que nous, par rapport Oui. à Decathlon. Ça, c'est 2 exemples que j'ai pris, depuis les bureaux de CMJ Canada, donc où, je suis basé à Montréal. J'ai tapé Zara et j'ai cette fiche qui s'affiche, et j'ai tapé Decathlon, j'ai cette fiche qui s'affiche aussi. Donc on voit quand même clairement la différence d'optimisation. On a d'un côté de l'information qui est récupérée par Google et puis, voilà. De l'autre côté, une vraie stratégie GMB qui a été faite par Decathlon, où je sais exactement où c'est, ça me positionne, j'ai une image qui est bien faite, on sent que ça a été, travaillé. J'ai des produits déjà, enfin, j'ai toutes les informations qui font que si j'ai envie d'aller chez Decathlon, c'est hyper simple pour moi, on me facilite le travail. Donc c'est super. J'ai aussi, des avis Google avec une note quand même correcte. C'est vraiment bien travaillé, à l'inverse de Zara qui n'a pas du tout travaillé cette stratégie locale-là. Donc ça, c'est des choses qui prennent très, très peu de temps, c'est vraiment facile à mettre en place et qui est extrêmement souvent, oublié. Les gens n'y Mmh. pensent pas, alors que c'est simple et ça peut être fait par des gens qui ne sont pas des gens du marketing digital. Des responsables de magasins peuvent tout à fait avoir la main là-dessus. Mmh. Idem pour les annuaires locaux, hein, c'est que vous soyez en Belgique ou en France et que vous alliez vers l'étranger, il existe des chambres du commerce international un peu partout. Il existe des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux sectoriels dans lesquels vous allez pouvoir dire: «Beh, coucou, bonjour, je viens d'arriver au Canada, je veux être membre de votre réseau». Vous allez avoir une fiche sur leur,
comment je veux dire, sur leur site et Sur ça leurs va vous faire annuaires, un ouais. backlink. C'est ça. Ces gens-là ont souvent des sites avec des très bons profils de liens, puisqu'ils sont souvent soutenus par des sources gouvernementales, par, des universités, par des sites qui ont une très, très forte, autorité elles-mêmes et donc vous pouvez en profiter. On parlait des RP qui peuvent coûter un peu d'argent, ça ne coûte rien, ça peut être Rien du très, tout. très simple et vous pouvez même écrire le contenu pour eux avec les liens sur les encres que vous voulez vous. Pensez bien à leur préciser de mettre le lien en index follow mais c'est assez facile, et ça coûte rien du tout, donc faites-le. Ça, on le voit, quasiment jamais, en fait, hein. Donc c'est peut être des éléments qui font la différence. On a beaucoup parlé d'erreurs, même si vous voyez un peu où on veut en venir, hein, il y a beaucoup de choses qui sont en fait des erreurs et on vous dit ce qu'il faut faire plutôt pour les éviter, mais parlons plutôt de bonnes pratiques. Et moi, il y a une citation que j'aime bien, notamment dès qu'on va parler d'international, c'est celle-là, c'est celle de Darwin. Je parlais d'adaptation, on parle d'évolution maintenant. Remplacez le mot espèce par business, pardon, et vous avez ce qu'il faut faire. Affichez ça dans votre bureau si vous avez une stratégie internationale à développer, c'est vraiment la clé. Et donc là, on voit, hein, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Là, on est clairement là-dessus. C'est pas parce que vous êtes un mastodonte avec énormément de budget que ça fonctionnera à l'international. Ça aide forcément, mais vous pouvez être, plus petit et très adaptable et être capable de pivoter, mettre les investissements où il faut, c'est ça qui apportera de la performance. Donc justement, ça peut être une force quand vous savez que vous êtes bon là-dedans. Déjà en suivant les conférences MJ, ça fait déjà un gros point. C'est déjà pas mal, ça veut dire que vous avez la capacité de vous adapter en fonction de vos connaissances. Voilà. Alors moi, j'aimerais attirer le regard sur les bons choix de départ. Donc le fait de choisir un bon serveur, pas un serveur bon marché avec des faibles performances, ou alors passer via des CDN, donc les fameux circuits de distribution. Donc ce sont des réseaux. Moi, j'ai cité Cloudflare qui a plus de 200 serveurs, qui touche plus de 100 pays. Ça permet de démultiplier la visibilité. Il y en a d'autres. Le fait de choisir aussi le bon TLD, donc le TLD, c'est le nom de domaine de premier niveau, hein, donc c'est le .com, le .biz, ou de choisir les country codes, donc les noms de domaine dédiés au pays, le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, tout en utilisant évidemment le hreflang dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être vraiment des bons points pour démarrer une stratégie SEO. À Mmh. savoir que, et Olivier Andrieux en parlait encore tout récemment, dans le Search Console, le système de ciblage géographique est depuis un peu moins d'un mois a été supprimé. Donc Google va se baser principalement maintenant sur ces fameux CCTLD et hreflang. Ouais. Sur cette partie-là, là, TLD et configurant GA et Search Console, configuration, pardon, il me manquait la moitié du mot. C'est extrêmement important. Moi, c'est le nombre de clients avec qui je travaille et qui, en fait, sont incapables de me dire quel trafic est fait par pays ou par marché, parce qu'en fait, tout est mélangé. En fait, on peut pas travailler derrière. C'est très compliqué. Derrière, il faut pour récupérer l'historique, on n'y arrive que très rarement. Donc faites-le dès le début. Quand vous le faites au début, c'est très simple, il faut juste le demander à votre agence, qui peut le faire très facilement. Mais une fois que vous avez, 2, 3, 4, 10 ans d'historique, là, bon courage. Donc, pensez-y au départ, ça vous facilitera la vie derrière. Même si vous y pensez pour le faire peut-être un jour, faites-le, ça coûte rien au début, alors qu'après ça vous coûtera cher. On a là un exemple de configuration hreflang. Alors Booking, c'est l'exemple extrême, hein, je crois qu'ils sont présents dans 126 pays, quelque chose comme Mhm. ça, c'est monstrueux. Donc si vous avez un exemple à prendre, allez voir ce qu'eux font, c'est plutôt très, très bien fait. On avait Airbnb tout à l'heure, c'est pareil. Oui, il y a le même Hem, exemple avec Skype. ouais, voilà. Skype est super bien fait aussi. Donc voilà, ça c'est on va pas passer beaucoup de temps. Mais allez voir, c'est très intéressant. Quand on attaque un nouveau marché, il faut attaquer une nouvelle stratégie. Ça pourrait être une slide qu'on aurait, à la limite sur, toutes les conférences du marketing, mais là on a mis un focus SEO, forcément, c'est notre métier. Et le premier élément à prendre en compte, ça va être vos concurrents. Vos concurrents ne seront pas les mêmes ou ne seront pas positionnés de la même manière. Donc il va falloir d'abord les identifier. Pas en identifier 1000, ça sert à rien, peut-être 3, 4, 5, peut-être 10 si vous avez vraiment beaucoup de ressources et de temps. Identifier ce qui marche chez eux, donc les sources de trafic, comment ils génèrent du trafic, sur quels mots-clés, avec quel contenu, pour définir votre planning éditorial pour aller les chasser sur leur terrain. Forcément, c'est un sujet qui peut être intéressant, vu que ça marche pour eux, si ça peut marcher pour vous. Aussi aller,
contourner justement la concurrence en travaillant des océans bleus. Donc là, pour les détecter, vous avez plein de moyens et internet est hyper intéressant pour faire ça parce que, bah, c'est facile. Vous pouvez aller sur Amazon, les détecteurs de tendance, qui est le plus vendu dans la semaine. Vous avez même les classifications par type de secteur, ça peut aller de l'animalerie à la librairie, au téléphone, peu importe. Donc là-dessus, vous pouvez être très précis. Il y a Alibaba qui fait exactement la même chose. Si vous êtes dans des domaines où c'est Pinterest et l'image peut être intéressant, pareil, là, vous avez de la détection très fine de tendance. Donc allez utiliser ces outils-là pour détecter ce qui fera le marché de demain et faites attention aux outils SEO. Alors en tant que SEO, je vous dis ça, donc je peux vous faire peur, mais faites attention parce que des outils, bah, les grands du marché, hein, Ahrefs, Semrush et tous les autres, peuvent avoir de l'inertie, parce que la donnée n'est pas celle du jour même et même Google Trends, forcément. Et donc si vous basez votre stratégie pour les nouvelles tendances et faire le marché alors que vous basez sur de la donnée qui a peut-être, 3 mois, ça va être difficile. Donc Mmh. faites attention à ça. Et puis le dernier élément, c'est, utiliser les moments forts de votre marché cible et c'est là où l'adaptation culturelle est clé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes fêtes. Typiquement, nous, au Québec, on vient de passer l'Action de grâce, c'était la semaine dernière. Je suis quasiment certain que 90 des gens ici ne savent même pas ce que c'est. Mais c'est normal parce qu'en tant que Français, on ne fête pas ça. En Allemagne, on va avoir Oktoberfest, on va avoir des fêtes qui sont parfois communes, mais plus ou moins importantes. Halloween, en Amérique du Nord, c'est vraiment majeur. Il y a déjà des citrouilles partout à Montréal, alors qu'en France, à part si vous êtes dans le déguisement, on s'en moque un peu. Voilà, il faut vraiment penser à ces grands marronniers, même si genre, je sais qu'on n'utilise pas ce mot en Belgique, les Français comprendront, pour justement aller bah, segmenter ces campagnes SEO, les anticiper aussi, parce que vous savez qu'il faut anticiper en SEO. Et donc, créez-vous des calendriers. On l'a fait sur le marché français, donc allez le télécharger, il est disponible sur notre site. Et puis, faites-le pour les autres marchés sur lesquels vous êtes présents. C'est clé d'être là-dessus vraiment. On a, je vous partage, hein, comment créer une stratégie de contenu adaptée. Donc ça, on pourrait l'avoir sur tous les marchés, mais il va falloir le penser par marché à l'international. C'est ça la grosse différence avec un cycle que vous avez l'habitude, hein, Nicolas, je crois, en a parlé dans sa conférence, on en parle très souvent chez SMJ. C'est par thématique, ce qui va vous rapporter du business, trouver les bons mots-clés avec la bonne intention pour répondre à ce que Google et l'audience veut, à savoir est-ce que c'est possible, comprendre vraiment les attentes qu'il y a derrière. Donc faites un brief, allez analyser votre concurrence, répondez aux questions de votre audience. Donc soit vous le faites à la main, c'est faisable, ça va vous prendre du temps, mais c'est faisable. Soit vous utilisez des outils comme CMJ, on est fait pour ça. Vous mesurez vos résultats, voir ce qui marche plus ou moins bien. Il y aura des choses qui vont très très bien marcher, dupliquer le modèle. Il y a des choses qui vont moins bien marcher, arrêtez de faire ça et changer. Et puis on retravaille tous les 3 à 6 mois ses contenus et sa stratégie parce que bah, nos concurrents et Google évoluent. Ils ne nous attendent pas malheureusement. Et donc, il faut toujours être dans ce cercle-là. Par Et renouveler sans cesse le cercle. C'est ça. Ça aussi, hein, on va vous l'envoyer, donc vous hésitez pas à l'imprimer, à le mettre, dans votre bureau. Et puis on a un peu rigolé avec Jean, sur cet exemple-là, mais il est assez marquant, je trouve. Oui, en fait, on est en train de rebondir sur certaines formulations dans les pays, dans les régions, dans les départements. Et en fait, j'avais trouvé ce petit texte-ci qui reprenait le mot serpillière, mais qui s'écrivait dans plein de formes différentes. Et rien qu'en Belgique, quand on regarde chez les Wallons, on va dire on est unis comme les doigts de la main, alors que chez les Flamands, on va dire ce sont les deux mains sur le même ventre. Ça veut dire la même chose, mais c'est formulé différemment. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, suivant l'endroit où on se trouve, on va peut-être devoir formuler les textes différemment. Et dans le prochain slide que va présenter Corentin, on va justement voir que certains ont bien choisi et ont bien adapté leur sémantique. Exactement, on va avoir la sémantique, vraiment l'usage des mots et puis après les usages de nos clients potentiels. Là, on a un exemple d'Atlas Formen qui, sur le marché, québécois, bah, parle de chandail et de bas. Un chandail, c'est un pull et un bas, c'est une chaussette. Donc en l'occurrence, ils ont adapté leur arborescence aux mots qui sont utilisés, donc c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Souvent, on a parfois des adaptations, notamment au niveau du blog, des choses comme ça parce qu'on y pense, mais par contre notre arborescence e-commerce, elle ne bouge pas. C'est quand même très, très dommage. On a un autre cas, chez Decathlon Canada, où là, on est plutôt par rapport aux usages des personnes et sur les sports d'hiver, forcément au Québec, on n'utilise pas les mêmes sports. On fait du traîneau, c'est vraiment un vrai sujet. On fait de la raquette à neige, on fait de la
planche à neige parce qu'on ne dit pas snowboard, c'est un anglicisme. On fait du ski de haute route, on fait du hockey. Et en l'occurrence, si vous allez sur decathlon.fr, vous aurez dans la catégorie sport d'hiver pas du tout la même chose parce que on ne pratique pas les mêmes sports, en tout cas pas avec les mêmes volumes et donc il faut adapter son arborescence e-commerce là-dessus. Arborescence e-commerce ou arborescence tout court d'ailleurs, hein. Il faut vraiment penser aux usages des gens. Mettez-vous à leur place, et regardez les volumes associés à ça. On parlait de netlinking tout à l'heure, on a un peu déjà évoqué ce qu'il va falloir faire, mais on va pousser un peu le sujet là, Jean. Oui, donc déjà au niveau netlinking, remonter avec les réseaux locaux, on en a parlé tout à l'heure, et le fameux link betting, on est parti sur un exemple qui est connu de tous, je pense, c'est le fameux Adobe, donc le générateur de PDF qui se trouve sur des milliers et des milliers de sites. Là, on reconnaît près de 3 millions de liens entrants à 42 700 C'est domaines énorme, c'est référents. énorme. C'est colossal. Donc là, toucher des influenceurs, il faut les approcher de manière directe, indirecte, pas de manière trop agressive évidemment, et alors le fameux relation presse dont on parlait tout à l'heure. Mmh. La relation presse va être hyper intéressante, notamment quand vous démarrez un marché. Ça va vous permettre de construire une sorte de bouclier d'autorité, Mmh. parce qu'une fois que vous avez des top liens, de presse notamment, hein, vous allez pouvoir aller travailler du lien de plus bas niveau, avec moins d'autorité, mais très thématique, très intéressant, Mmh. sur des vrais articles et on parlait d'articles invités tout à l'heure, par exemple. Voilà, c'est vraiment très intéressant de le travailler, notamment au début. Et là, l'exemple d'Adobe, il est majeur. Enfin, là, on avait la page US, là, on a la page Canada. Ça, c'est les liens qui sont, enfin, les domaines référents de cette page-là. On a le site officiel du Canada, on a le site officiel du gouvernement du Québec, on a le site L'institutionnel officiel. de Ouais, tout. c'est énorme. Ça, c'est des liens qui ne s'achètent pas. Vous les aurez Mmh. jamais en achat. Vous les aurez très, très difficilement en RP. Par contre, en link baiting, bah, là, vous C'est les avez. jouable. C'est majeur. Et alors là, c'est l'exemple extrême de ce qu'il faut faire dans un monde idéal, mais vous pouvez le faire dans quasiment tous vos business avec des simulateurs, avec des offres, avec voilà, des choses comme ça qui peuvent vous permettre d'aller à la pêche au lien, comme on dit. Et puis si on sort un peu du SEO, puisqu'on arrive sur la fin, ça va très, très, très vite quand même. Ça fait déjà quasiment 40 minutes qu'on est ensemble. Il va falloir penser aussi ressources, adaptation de vos équipes, notamment la manière de travailler. Il faut repenser la méthode, parce que déjà, vous allez toujours avoir une étape en plus qui va être quasiment à chaque fois la traduction, la revérification métier et culturelle, parce qu'on va pas s'adresser de la même manière. On va par exemple utiliser du tutoiement et du vouvoiement. En France, si vous êtes dans la finance et que vous tutoyez quelqu'un, difficile, peut-être un peu cliché, mais c'est peut-être vrai. Ici, si vous voyez les gens dans certains secteurs et si vous êtes un peu pédant, ici au Québec, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, vous allez avoir des éléments aussi, liés au langage, aux tonalités. Bref, pareil au Québec et aux États-Unis, on ne s'adresse pas de la même manière. Si vous faites des contenus de 1000 mots, sur quelque chose de transactionnel aux États-Unis, personne va lire, il faut que ça aille vite. Voilà, donc faut vraiment penser à ça et là, il y a un élément culturel à prendre en compte, donc peut-être intégrer des gens ou faire relire par des gens de la culture et il faut penser aussi aux ressources. Alors ressources financières et ressources temporelles, ça revient quasiment au même, hein, c'est soit du salaire, soit d'externalisation, ou de l'achat d'outils, par exemple. Mais pensez-y, parce que c'est pas parce que le marché sur lequel vous êtes en train de travailler, il représente aujourd'hui 1 ou 5 de votre chiffre d'affaires, qui doit représenter 1 ou 5 de votre budget. Ça ne marchera jamais. Les cas où on voit que ça fonctionne bien, c'est plutôt se dire: «OK, dans 5 ans, je veux que ce marché-là, il représente 20, 30, 40 de mon chiffre d'affaires». Et donc aujourd'hui, en SEO, il faut que ça représente 20, 30, 40 de mon budget. Parce que forcément, vous allez avoir de l'inertie, vous partez de beaucoup plus loin que sur votre marché domestique et donc il faut mettre plus d'efforts. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut penser. Ça peut être une erreur qu'on voit très souvent, on aurait pu le mettre tout à l'heure, mais de Mmh. mettre trop peu de ressources, trop peu de temps, de le faire un peu par-dessus la jambe, ça ne fonctionnera pas, faites-le pas. Quand vous y allez, allez-y pour de vrai. Je pense que dans d'autres conférences, on a parlé de savoir prioriser ses actions pour, quand on y va pour de Mmh. vrai et à fond, parce que sinon le résultat, c'est qu'on va se retrouver 20e sur Google, ça ne sert à rien. Si on y va pour gagner. Et dans le côté culturel, je pense que ce qu'il faut aussi prendre en compte, entre autres pour le Canada, déjà les anglicismes. Le Canada déteste les anglicismes. J'en ai fait Très, plein aujourd'hui. S'il y a des Canadiens je aujourd'hui, n'ai pas je vais me osé le faire taper relever. sur les doigts. Ouais. Il y a également le fait que si vous vous affichez en tant que site.fr, pour autant que vous arriviez à vous positionner, et vous présentez des articles en euros, il y a très peu de chances que l'interlocuteur va cliquer, voire aller plus loin, parce que
venant de France, vous ne serez peut-être pas livré. Il ne travaille pas en euros, mais en dollars canadiens. Tout cela va jouer sur la culture, mais également sur la logistique. Il y a le côté décalage horaire, livraison dans les 24 heures, alors que vous habitez à plusieurs milliers de kilomètres, ben, on peut l'oublier. Le stock de produits qui est décalé, il faut pour bien faire un stock de produits sur place. Le système de livraison, ben, les livraisons américains ne sont pas les mêmes systèmes de livraison qu'en Belgique ou en France. Le système de paiement, j'ai un cas bien précis. Oula, j'ai un cas bien précis pour un client qui touche maintenant le côté hollandais, donc les Pays-Bas. En Hollande, iDeal est le numéro 1 avec près de 75% des transactions. Vous n'avez pas iDeal sur votre outil de paiement, ben vous oubliez le pays, les Pays-Bas. C'est vraiment important. Chose aussi, le paramétrage des risk snippets, ça doit être pris en compte de manière à afficher les bonnes données aux bons endroits. Donc, Mmh. ce sont tout un tas d'éléments qui, si elles sont sous-estimées, voire sous-exploitées, vous risquez de perdre pas mal de conversions. Ouais, on parlait tout à l'heure de détails dans les listes d'erreurs, ça on pourrait penser que c'est du détail, qu'on pourrait le gérer à un moment et cetera. Non, Ce parce sera trop que tard. notamment techniquement, ça va vous coûter très cher parce que vous allez faire le travail 2 fois. Une fois pour, le paramétrage initial et puis ensuite pour le reparamétrer, pourquoi ne pas le faire bien dès le départ? Donc ça veut aussi dire d'avoir une vraie démarche, initiale conséquente, vraiment tout poser, se dire: «OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur chacun de ces éléments-là?» Et là, on vous donne un peu une grande liste. Et ensuite le mettre en place pour que toutes les briques fonctionnent bien ensemble. Et le SEO doit aussi être intégré dans une démarche plus large et c'était vraiment l'objectif de cette slide-là. Et bah, tu m'as spoilé ma slide, mais tant mieux, comme ça les gens se sont dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est ça?» C'est qu'on a fait un livre blanc sur le SEO international. On va peut-être un peu plus loin parce que forcément, on a plus de temps, vous pouvez lire, revenir, voir des exemples et cetera. On a été un certain nombre à participer, vraiment des beaux noms, on était très, très fiers de faire ça. Donc allez le télécharger, c'est très, très complémentaire de tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Et je crois qu'on a, bah, quelques minutes pour répondre à vos questions. Il y a 29 questions, donc on va passer du temps là-dessus. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à voter là au fur et à mesure, maintenant qu'on a fini un peu le tour d'horizon de comment performer, en SEO international, pour qu'on réponde aux questions les plus, pertinentes pour vous, ma chère audience. Hem, François, je vais mettre par vote. On a, Mariana qui a 19 votes sur sa question. Donc, dans un projet d'internationalisation, quels outils SEO pour répondre au mieux aux spécificités et besoins du SEO local? C'est quelles actions indispensables à mettre en place pour un positionnement dans le top SERP dans chaque pays ciblé? OK, extrêmement large comme question. Est-ce que tu veux démarrer ou et je compléterai ou tu veux qu'on fasse l'inverse? Ça n'a pas d'importance. Ça Eh n'a bien, pas vas-y. d'importance. Voilà, donc au niveau d'un projet d'internationalisation, ben, les outils, je dirais, il y en a plusieurs à exploiter. Déjà, pour moi, le premier outil, c'est d'abord d'analyser les mots-clés utilisés dans le bon pays, que ce soit en langue francophone ou en langue, je veux dire, anglophone. C'est vraiment de rechercher les intentions de recherche et ensuite d'aller vérifier les concurrents qui se positionnent sur ces mots-clés. Et là, entre autres avec l'outil Synology, il y a moyen d'identifier les mots-clés les plus utilisés, les intentions de recherche, les questions qui se prennent, mais surtout d'aller vérifier qui sont les gros interlocuteurs, qui sont les gros concurrents. Et sur base de ça, vous avez la possibilité d'orienter, parce que c'est le but, c'est ça, c'est d'orienter votre manière de rédiger. Ouais, bah, pour compléter, alors là, la question est extrêmement large et reprend vraiment tous les éléments qu'on a eu dans la conf, donc c'est aussi pour ça, j'imagine qu'elle a eu autant de votes. Il va falloir déjà avoir les bonnes pratiques au départ, c'est-à-dire, une bonne configuration technique, une bonne gestion des domaines, une bonne configuration des hreflang et cetera, des serveurs et tout je dirais la brique de départ qui fait que votre building va derrière, être droit et pas un peu bancal. On essaye de construire l'Empire State et pas, la tour de Pise. Et ensuite, sur les aspects plus pratiques, c'est effectivement ce que disait Jean, une analyse de la concurrence. Alors là, vous avez plein d'outils pour le faire, hein, savoir qui sont vos concurrents, Ahrefs, Semrush, pour du très général, mais SEMJ est bien entendu fait pour ça, mais je ne me vends pas que moi, bien entendu. Je suis pas là pour ça aujourd'hui. Et puis après, il y a la définition des intentions.
sur certains marchés, pour le même mot-clé, vous allez dans une intention très transactionnelle. Les gens cherchent à acheter des skis de fond. Sur un autre marché, vous allez être dans une intention beaucoup plus informative, informationnelle. Est-ce que, comment choisir un ski de fond? Quelle taille de ski de fond quand je suis débutant, et cetera. Et donc, bah, ça, vous pouvez pas deviner, il faut aller voir. Alors soit vous le faites à la main et Google est votre ami là-dessus, donc ça demandera d'aller, soit avec un VPN, soit des outils de localisation si vous pour, voir la SERP du marché cible. Soit vous le faites dans SEMJ, SEMJ est fait pour ça avec des espaces de travail par pays, et on vous donnera le brief exact de ce que Google attend sur chacun des marchés. Donc, réponse dense et complexe, mais très, très intéressant comme question. Merci, Mariana. Ensuite, on a une question de Sabrina. Alors Jean, je crois que tu peux mettre que tu as répondu à la question, comme ça on passe à la prochaine. Sabrina, quand on s'internationalise, j'arrive plus à parler, on choisit souvent de faire un site Rest of the World en anglais après avoir fait les 5-6 pays prioritaires. Avez-vous des conseils pour ce type de site Rest of the World? Jean, tu parlais du X-Default tout à l'heure, ça me donne déjà une première piste. Oui, déjà, l'ex-default, donc, c'est de dire que si on n'a pas indiqué de la hreflang un pays de destination, ben, par défaut, ce sera l'anglais, par exemple. D'autres techniques avec la géolocalisation, avec les API de Google, entre autres, qui permet de définir la langue du clavier, va aussi peut-être permettre de rediriger les gens vers une langue telle que définie dans une liste préindiquée, donc de rediriger les gens vers une langue anglophone ou hispanophone ou francophone, mais de préférence mettre un X-default et de choisir au moins une langue et à permettre après aux gens de choisir leur langue quand ils sont sur le site. Éviter trop de redirection, hein, ça c'est pas trop bon. Ouais, et si vous avez déjà 5-6 pays, et que vous êtes européen, et j'imagine que c'est votre cas, Sabrina, en tout cas, on a beaucoup de chances que ça soit le cas. Souvent, vous allez avoir les grandes langues, hein, vous allez avoir le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, voilà, ces langues qui sont, en fait, les langues de la majorité du monde. Portugais. Si j'exclus l'Asie, mais en même temps, quand on parle de Ouais. Google, l'Asie n'est pas vraiment le sujet. Et donc, bah, vous pouvez, avec effectivement, les API, Chrome, par exemple, détecter la langue du navigateur et en rediriger vers la bonne version du site. La problématique, ça sera plutôt au niveau derrière du e-commerce classique, je dirais, pour les envois, etc. On en parlait dans la dernière slide, mais ça, c'est plus un sujet SEO, mais faites attention quand même à ça. Mhm. On a des questions quand même super pointues, c'est top. Ruben, qui pose une question: «Il faut donc recréer 3 fois le contenu intégralement pour mon site si je suis présent en France, en Angleterre et aux US. Je pensais que le hreflang avec une bonne traduction me permettait justement d'éviter cela». Eh bien, vous n'êtes pas le seul à penser et c'est pour ça qu'on voit beaucoup cette erreur. Malheureusement, ou heureusement, je dirais oui. En fait, déjà pour la France et l'anglais, vous comprenez que vous avez besoin d'avoir 2 contenus différents, ça paraît Mhm. évident. Mais pour l'Angleterre et les US aussi. Pourquoi? Parce que les intentions de recherche vont être différentes. Les gens ne recherchent pas la même chose parce qu'ils n'ont pas les mêmes usages. Vos concurrents vont être différents parce que forcément, on n'a pas les mêmes concurrents présents aux États-Unis et en Angleterre. L'index de Google n'est pas le même. On a .co.uk, on a du .com. Donc le fonctionnement de l'algorithme n'est pas exactement le même, notamment les US où c'est le marché pionnier, là où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites et testées. Donc oui, vous avez besoin d'avoir des sites complètement différents. En tout cas, c'est l'optimal. Après, vous pouvez avoir du non optimal, mais si vous voulez vraiment avoir un maximum de résultats et surtout sur des marchés aussi concurrentiels que l'Angleterre et les États-Unis, vous avez besoin d'avoir une triple stratégie. Et c'est pour ça qu'on vous donnait un peu les grandes étapes pour le faire. Ça demande du temps, ça demande des ressources, mais faites-vous aider par des outils faits pour ça, mais aussi potentiellement par des gens sur le marché, des pigistes comme on dit, donc des freelances en bon français, qui seront capables de retravailler un contenu. Et pour répondre sur le hreflang, comme je disais tout à l'heure, si vous mettez simplement un hreflang sur votre site anglais et sur votre site américain, vous avez de bonnes chances d'être en dupliqué. Alors, il y a une petite France question que ouais, j'aime bien vas-y. de Vas-y, François. vas-y. Il demande si, à part Adobe, il y a une petite boîte qui a réussi à faire quelque chose de sympa avec du link betting. Alors moi, j'ai deux exemples. Le premier, c'est un de nos clients pour qui on a développé un simulateur de calcul d'escalier. Donc en fait, je ne vais pas le nommer, mais il a sur son site un générateur. Les gens mettent les cotes, ils mettent le nombre de marches, etc. Et ça calcule un devis approximatif
d'offres de prix. Et ça a été même partagé par ses concurrents. Un autre, c'est Traino, parce que là, je vais le citer, c'est Traino, qui est Alexandre Marotel, qui est aussi un référenceur, qui a mis sur son site 2-3 outils pour un simulateur de rich snippets, un simulateur d'images, de title et description. Ça ne mange pas de pain, c'est très joli, mais il a eu comme ça des tas de backlinks. Oui, et puis vous pouvez, mixer l'ARP et le link baiting dans le sens où vous pouvez, dans n'importe quel, domaine d'activité, faire une étude, par exemple, sur les tendances de votre marché. Vous les envoyez aux journalistes, qui sont spécialisés dans votre domaine d'activité. Ils se feront un plaisir de reprendre votre étude parce que ça leur évite de faire de la recherche d'informations. Ils ont de très fortes chances de vous citer parce qu'un journaliste est quasiment obligé de citer ses sources, à part, quand c'est pas vraiment un journaliste. Et donc vous allez avoir du lien sur des sites de presse, thématisés gratuitement, à part le temps que vous avez passé à faire l'étude bien entendu, mais vous pouvez, travailler comme ça marche très, très bien. Nous, on l'a beaucoup fait notamment, hein, pour nous-mêmes, mais aussi pour certains de nos clients. Je crois qu'il nous reste le temps de répondre à une question. Vas-y. Tac, alors, pour répondre très vite sur Marion, est-il nécessaire d'avoir des comptes LinkedIn en plusieurs langues ou un seul en anglais suffit? Alors, d'un point de vue SEO, ça changera rien. D'un point de vue, parce qu'en fait, LinkedIn n'a pas d'impact sur le SEO. Par contre, pour vous, et pour une stratégie réseaux sociaux, oui, faites des comptes, dans les pays où vous êtes présents, c'est quand même facile de le faire. Et donc, on a Sophie qui nous pose une question et ce sera la dernière. Désolé pour les autres, on essaiera d'y répondre. Pour un site en langue anglaise et en .com qui cible des internautes dans les pays qui parlent anglais, Angleterre, Suède, USA, faut-il un sous-domaine par pays, même si le contenu sera identique? Alors on y a un peu répondu, hein. Effectivement, vous avez 2 choix qui vont se présenter à vous. Soit vous faites donc vous avez un site.com, donc site.com slash, UK slash, Suède, je sais pas ce que c'est SW. Et US. Et donc ça, c'est le moyen, je dirais, le plus simple. Et par contre, le contenu ne doit pas être identique. Parce que même réponse que tout à l'heure, vous risquez très fort d'être en dupliqué. Donc si vous avez un seul site en .com qui va cibler plusieurs marchés, ne faites pas cette gestion par sous-domaine. Restez sur le .com et les gens vont tomber sur le .com comme ça. C'est pas du tout idéal d'un point de vue SEO, mais soit vous avez la capacité de produire des contenus différents par pays, auquel cas le sous-domaine c'est la bonne solution et vous ne serez pas en dupliqué. Soit vous n'avez pas la capacité de produire 3 contenus différents pour chacun des pays dans lesquels vous êtes, et là faites du .com, point à la ligne. C'est ça. Je suis désolé, ça passe hyper vite. On doit laisser la parole, mais je pense que c'est pour une bonne cause parce que vous avez une super conférence qui vous attend, de Alix et Inès de SimilarWeb, qui vont vous parler retail et D2C, pour comment optimiser votre stratégie omnicanal grâce au SEO. C'est pas tout à fait ça le titre, mais c'est ça le sujet. C'est hyper intéressant. On parlait tout à l'heure de prendre un peu de hauteur, intégrer le SEO dans une stratégie plus globale et c'est vraiment ça le sujet. Elles vont être top sur ce sujet-là, plein de choses à apprendre. Donc, allez-y, ça va se passer dans 10 minutes. Vous allez recevoir le lien directement dans votre boîte mail, dans votre boîte courriel si je parle en québécois. Et regardez dans vos spams si vous le recevez pas et connectez-vous peut-être 1 ou 2 minutes puisque on a Rapidement. cette limite de 1000 qui peut poser une contrainte. Et si vous voulez tester CMJ, on en a beaucoup parlé, on s'est dit que ça pouvait beaucoup faciliter. Faites une demande de démo, cliquez sur les différents liens qu'on a un peu partout, et notamment pour profiter de ces offres, du moins 10% sur votre licence et de moins 40%, c'est énorme. Vraiment, moi, j'aimerais bien, mais je l'ai déjà, sur Moi, l'extension j'en Chrome pour ferai aller écho un sur peu mon plus vite. profil LinkedIn dès vendredi de toute façon, donc. Merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici nos différents contacts. LinkedIn est un bon moyen aussi pour Jean et pour moi-même. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous faire des retours, ça nous fera plaisir. Et si vous avez d'autres questions, on est à dispo. On est là. Bonne journée. Merci à tous. Merci Corentin. Avec plaisir. Très vite.